Bonjour et bienvenue pour cette analyse. On va se pencher aujourd'hui sur des éléments d'une enquête assez parlante, Code du silence. Elle décortique le projet Nimbus. Vous savez, ce contrat d'un peu plus d'1 milliard de dollars entre Google, Amazon et puis le gouvernement et l'armée israélienne. L'idée, c'est d'essayer de décrypter un peu les enjeux derrière cet accord qui fait pas mal de vagues. Oui, bonjour. C'est exact. L'enquête, elle met le doigt sur un contraste assez fort entre le discours public de Google et puis la réalité du contrat, les aspects très opérationnels. Et ça, forcément, ça amène des questions, des grosses questions sur l'éthique dans la tech et puis la responsabilité de ces entreprises géantes. D'accord. Alors, commençons peut-être par là, cette contradiction. Google dit publiquement « Nimbus, c'est pour le civil, santé, transport ». Mais l'enquête, qu'est-ce qu'elle révèle vraiment? Alors, dès le début, en 2021, quand ça a été annoncé, le ministère israélien des Finances parlait déjà de l'établissement de la défense. C'était dit. Et puis, plus récemment, des documents montreraient que le ministère de la Défense israélien, il a sa propre zone sécurisée sur Google Cloud. Ils auraient même demandé des conseils à Google pour étendre cet accès. Donc oui, ça contredit assez frontalement la version de Google, quoi. Mhm. On peut y voir une sorte d'ambiguïté un peu stratégique, peut-être. D'un côté, Google protège son image, ici, en Occident, et de l'autre, Israël justifie l'investissement et renforce sa position sécuritaire. C'est intéressant, cette double lecture. Et le contrat en lui-même, il a des aspects particuliers. On parle de souveraineté des données, de conditions un peu hors normes. Tout à fait. Déjà, l'exigence que les données soient stockées physiquement en Israël. Ça crée, d'après l'enquête, une espèce de boîte noire. Ça veut dire que Google aurait en fait moins de contrôle sur comment ces données sont utilisées au final. Ah, d'accord. Et puis il y a autre chose. Selon The Intercept, qui est cité dans nos sources, le contrat n'utilise pas les conditions générales classiques de Google. Non, ce sont des termes spécifiques, négociés en secret. Et le plus fort, c'est qu'il y aurait une clause qui empêcherait Google d'arrêter le service. Même en cas de problème. Même sous pression ou s'il y avait des soupçons d'abus. Ça lie vraiment l'entreprise à son client. Quoi qu'il arrive, c'est assez contraignant. D'accord. Mais j'imagine que ce n'est pas juste du stockage. Quelle technologie Google fournit concrètement d'après l'enquête? Et à l'enquête dit que Google met à disposition toute sa panoplie d'outils d'intelligence artificielle via Google Cloud. On parle de reconnaissance faciale, de catégorisation d'images, de suivi d'objets, d'analyse de sentiments, et surtout un outil qui s'appelle AutoML. AutoML, qu'est-ce que ça a de particulier? Ce qui est notable, c'est qu'il permet de créer des modèles d'IA sur mesure, même sans être un crack en code. Ça abaisse drôlement la barrière technique, vous voyez? Du coup, ça permet de développer plus facilement des applications très spécifiques. Potentiellement pour de la surveillance, par exemple. Et est-ce que l'enquête fait un lien avec des systèmes comme Lavender, dont on a entendu parler? Alors, ce que suggère l'enquête, c'est que l'infrastructure cloud massive, comme celle de Nimbus, c'est un peu la base nécessaire pour faire tourner à grande échelle des systèmes d'IA de ciblage, comme ceux appelés The Gospel ou Lavender. Ces systèmes, d'après les sources, ils brassent d'énormes quantités de données pour identifier des milliers de cibles potentielles. Donc Google ne fournirait pas l'arme elle-même, mais l'infrastructure critique. C'est un peu ça l'idée qui ressort, oui. L'infrastructure qui rend ces systèmes possibles et opérationnels à cette échelle. On imagine bien que tout ça a dû créer des remous en interne chez Google. Ah oui, effectivement. Il y a eu un mouvement interne, No Tech for Apartheid, qui a mené des actions assez fortes, une lettre ouverte d'abord, puis la démission très médiatisée d'Ariel Cohen, une employée, ensuite la protestation d'un ingénieur, Eddie Hatfield, qui a été licencié, et puis plus récemment, en avril 2024, des sit-ins dans les bureaux de Google. Et la réaction de Google? Assez inédite, selon l'enquête. Appel à la police, des arrestations et plus de 50 employés licenciés au final. Beaucoup interprètent ça comme un signal très clair, la fin d'une certaine tolérance pour la contestation interne sur ces questions éthiques. Un virage, peut-être, impulsé par le patron de Google Cloud, Thomas Kurian. Et si on élargit un peu, pourquoi ce contrat est si sensible? Au-delà de la tech elle-même, quel contexte l'enquête met-elle en avant? L'enquête replace Nimbus dans un contexte bien particulier, celui de la surveillance des Palestiniens, qui est documenté par ailleurs. Et puis, il y a les accusations très graves portées contre Israël par des ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International qui parlent d'apartheid, sans oublier l'affaire en cours devant la Cour internationale de justice sur des allégations de génocide. Fournir ce type de technologie dans ce contexte-là, ça soulève des questions de diligence raisonnable selon les principes de l'ONU sur les entreprises et les droits humains. Et le pire, d'après des documents internes cités par The Intercept, c'est que Google aurait été au courant de ces risques avant même de signer.
Ils auraient été prévenus. Apparemment oui, par leurs propres experts en droits humains, mais ils auraient choisi d'ignorer ces avertissements. Donc, si on essaie de résumer ce qui ressort de cette enquête, il y a cette impression d'un double discours, n'est-ce pas? Un fossé entre la communication publique et la réalité du contrat, beaucoup de secrets, la fourniture d'outils d'IA très puissants dans une zone de conflit et une réaction très dure face à la contestation interne. C'est tout à fait ça. Au fond, l'analyse qui se dégage de l'enquête, c'est que Nimbus, ça aurait été un pari stratégique majeur pour Google Cloud. L'objectif, ce serait de s'implanter fortement sur ce marché très juteux des contrats gouvernementaux et militaires. Et les risques éthiques, considérés comme un coût acceptable peut-être. Ce qui crée un précédent. Exactement. Un précédent potentiellement dangereux pour l'implication de la Big Tech dans les conflits à venir. Peut-être une dernière réflexion pour conclure? Oui, ça nous ramène à une question assez fondamentale, je trouve. Quelle est la responsabilité réelle de ceux qui créent ces technologies, quand leurs outils, même présentés comme neutres, deviennent des pièces maîtresses dans des systèmes de surveillance ou pire, de ciblage militaire? Où place-t-on la limite? Quand le code informatique rencontre ce que l'enquête appelle le code du silence éthique, lequel des deux définit vraiment l'entreprise au final? Une question essentielle, en effet. C'est là-dessus que nous allons conclure notre analyse aujourd'hui, basée sur ces extraits d'enquête. Merci de nous avoir écoutés.